qui sont donc affectés, je pense, d'une façon plus importante que la population générale canadienne par ces fameux déterminants structurels de la santé, qui sont en fait des déterminants qui regroupent le contexte politique, les lois, les programmes, les politiques publiques en général, qui créent ou, dans leur mise en œuvre, créent des barrières qu'on appelle d'ordre systémique, qui vont, elles, affecter ou façonner les conditions de vie de ces personnes-là à travers plusieurs enjeux, plusieurs défis, la peur des institutions, le manque de confiance dans les services, le manque d'accessibilité de programmes et de services, les lenteurs aussi dans les processus d'immigration, la discrimination, la langue, et j'en passe. Et en fait, à la fois, ces barrières d'ordre systémique puis ces conditions de vie vont aussi façonner le statut socio-économique de ces personnes et leur état de santé physique et mentale. Donc, on va vraiment essayer de voir comment ces initiatives intersectorielles qu'on a évaluées dans le projet REAC ont pu aussi justement s'attaquer à ces barrières d'ordre systémique. Et en fait, de façon générale, l'action intersectorielle intervient sur la manière dont il est possible de relier ces personnes vers les services et de s'attaquer à ces barrières systémiques-là, notamment à travers le rôle que peut jouer les acteurs du milieu communautaire, donc les intervenants, les personnes qui sont vraiment proches en fait de ces communautés-là. Et on va voir notamment comment une crise pandémique comme la COVID-19 a pu affecter cette action-là, mais aussi servir de catalyseur en fait pour faire émerger de nouvelles initiatives. Donc, le projet REAC, financé par les IRSC, avait pour objectif d'analyser la réactivité des collaborations intersectorielles, soit qui existaient déjà ou des nouvelles, pendant le contexte de la pandémie de COVID-19, notamment dans la réponse aux besoins de ces personnes réfugiées et demandeuses d'asile, à travers une étude de cas multiples, donc principalement qualitative, et dans divers contextes, donc à Montréal et à Toronto, qui sont des hubs de migration majeurs au Canada, mais aussi à Sherbrooke, parce qu'on trouvait ça intéressant aussi d'aller voir ce qui se passait dans des villes de taille moyenne au Canada. Et donc, cette étude de cas portait sur des initiatives intersectorielles qui étaient donc des interventions pluriacteurs, donc qui mobilisaient au moins un acteur du milieu institutionnel et un acteur du milieu communautaire. Donc, milieu institutionnel, ça pouvait être des établissements du réseau de la santé et des services sociaux, donc des CIS et des CIUS. Ça pouvait être aussi des acteurs du milieu municipal qui donc allaient travailler avec des organismes communautaires, des tables de concertation, des tables de quartier, etc., pour travailler, c'est ça, pour collaborer au développement et à la mise en œuvre d'interventions en prévention et en promotion de la santé dans le contexte de la COVID-19. Donc, voilà notre équipe de recherche très rapidement, et juste pour souligner que Nassera Touati, qui est membre chercheuse du Centre Interaction, était chercheuse principale avec moi. Donc, on avait aussi Marie-Jeanne Blanc et Lourdes Rodriguez del Barrio, qui sont aussi membres d'Interaction, qui ont contribué à ce projet de recherche. Vous voyez qu'il y avait beaucoup d'étudiants d'auxiliaires de recherche. C'était quand même un gros projet dans plusieurs sites, donc il fallait bien ça. Et on avait une super coordinatrice de recherche aussi. Ce qu'on a voulu faire, en fait, dès le départ, c'est vraiment essayer de partir des besoins, en fait, du terrain. Donc, on a conçu, en fait, cette recherche-là comme étant participative, en partant vraiment de l'analyse des besoins qui étaient ressortis à travers des sondages auprès des organismes communautaires à l'automne 2020 sur comment se passait leur action sur le terrain pendant la COVID-19, donc en plein dedans. Et donc, à partir de ces résultats-là, on les a consultés pour les impliquer dans la demande de subvention, donc dans la rédaction même du protocole et de sa relecture dans le cadre de cette demande de subvention-là. Puis, on les a aussi impliqués dans les outils de collecte de données.
Et à travers la mise en place, une fois qu'on a obtenu le financement par les IRSC, on a mis en place donc des comités aviseurs. On en avait un pour le Québec qui rassemblait les acteurs à Sherbrooke et à Montréal, mais aussi des décideurs au niveau provincial. Et également en Ontario, avec des gens, bien sûr, à Toronto, mais aussi à Ottawa, plus au niveau provincial et fédéral. Et donc, on avait ces comités-là qui se rencontraient tous les 3 à 4 mois et qui agissaient vraiment comme l'organe principal de la recherche participative en fournissant des commentaires, des suggestions à toutes les étapes en fait, du processus de la recherche, que ce soit sur le recrutement, le plan d'analyse, les résultats préliminaires, les recommandations aussi. On va vous en parler en détail après avec Nina, et aussi sur la coprésentation des résultats. Donc, c'était vraiment tout au long du processus de la recherche. Je cède la parole à Nina. Merci. Alors, nous, Access, on va vous parler un petit peu d'Access, qui est un regroupement de plus de 150 organismes communautaires, donc qui travaillent avec les personnes issues de l'immigration, donc pour aborder toutes les questions qui sont relatives à la diversité. Donc, nous, notre mission, c'est vraiment de favoriser le développement ainsi que le partage de connaissances en matière d'accessibilité aux services de santé et aux services sociaux pour les personnes issues des communautés ethnoculturelles. Diapo Lara. Merci. Donc, comment on fait Access? On participe à, comme on réalise des outils multilingues, c'est-à-dire qu'on prend, on utilise soit on développe des produits, des outils multilingues en plusieurs langues en fonction des besoins de nos organismes, hein, puis on diffuse ces outils multilingues-là au sein de nos organismes pour qu'ils puissent les donner à la clientèle qu'ils desservent. Puis on forme également pour augmenter le niveau de littératie des personnes issues de l'immigration. On participe à des projets de recherche comme le projet REACT pour justement mettre de l'avant, identifier les besoins spécifiques des communautés ethnoculturelles. Nous avons également une expertise en santé publique dans tout ce qui est promotion et prévention de la santé. Donc, diapo. Merci. Donc, en 2019, 2020, à Access, ce qu'on a fait en fin janvier, c'est qu'on avait rédigé une lettre au ministère, au M3S, pour leur dire que nos organismes membres avaient vraiment exprimé des préoccupations quant à l'arrivée, en fait, de l'émergence de la COVID-19. Donc, le M3S nous répond qu'ils nous solliciteraient s'ils avaient besoin de notre expertise, mais cela n'est pas arrivé. Fait que la suite, c'était que vu que nous avons vu vraiment que c'était en train de devenir vraiment de plus en plus croissant, c'était de plus en plus émergent, nous, on a encore relancé le M3S, mais parallèlement, on a commencé en fait à développer tout ce qui est outils multilingues. On est allé vers nos organismes membres pour leur demander c'était quoi leurs besoins. Donc, nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment de faire des démarches pour soutenir nos organismes communautaires ainsi que leurs usagers pour passer à travers la pandémie. C'est-à-dire que nous, ce qu'on faisait, s'il y a des informations qui sont transmises à la télé ou des documents en lien avec la COVID, comme les restrictions, on les traduisait dans la langue des usagers, puis on le diffusait au sein de nos organismes membres qui le diffusaient à leurs usagers également. Et que aussi, donc, diapo, Lara, s'il te plaît. Donc, donc, on a pu traduire en fait les documents en 35 langues différentes. Donc, c'est vraiment les langues qui sont le plus parlées dans nos organismes, les organismes communautaires, la clientèle qui desservent. Donc, on a fait sous fonds propres. Donc, les documents ont été traduits, ont été diffusés, que ce soit dans les médias ethniques, dans les journaux, dans tout ce qui peut toucher en lien avec nos organismes institutionnels. Donc, on a pu diffuser ces ressources-là et atteindre en fait plusieurs personnes. Donc, le projet REAC, en fait, c'était donc en 2022, Access s'est impliqué à la participation parce que Access a vu le besoin, en fait, de pouvoir parler, puis identifier, puis expliquer un peu ce qui s'était passé sur le terrain parce qu'on porte aussi la voix de nos organismes membres. Donc, Access a joué, en fait, un rôle d'expert et de juge, entre guillemets, pour évaluer tout ce qui est initiative à privilégier pour l'analyse, mais surtout pour tenir compte des spécificités en lien avec la diversité culturelle. Donc, nous avons aussi appuyé l'utilité, la pertinence d'impliquer en fait tout type d'expertise qui va rassembler des membres, que ce soit des communautés migrantes. Donc, c'est important dans la démarche
que en fait, dans le projet, qu'il y ait l'implication en fait, des personnes qui sont concernées, c'est-à-dire les demandeurs d'asile, les réfugiés et les organismes communautaires qui les desservent. Donc, c'était pour nous une opportunité en fait, de contribuer non seulement aux résultats, au partage de ce qui s'est passé, à l'expertise terrain que nous avons, puis aussi de tenir compte des besoins spécifiques en lien avec la culture des personnes issues de l'immigration. Merci beaucoup, Nina. Donc, c'est juste pour vous donner un aperçu de à quoi ressemblaient nos comités aviseurs, justement. Donc, ça, c'est une photo de capture d'écran, en fait, que j'ai faite pendant la rencontre. Donc, c'était en décembre 2021. Donc, il faut se replacer dans le contexte de la COVID. Là, on était tous sur Zoom. Mais en fait, on est de nouveau sur Zoom. On est quand même encore sur Zoom pour partie. Mais vraiment, ce projet-là s'est réalisé, c'est ça, pratiquement du début à la fin sur Zoom. Et c'était quand même un outil qui a permis la participation c'est ça, de nos partenaires communautaires, mais aussi de nos représentantes usagères et nos représentants usagers. Je dis usagères parce que la majorité étaient des femmes. Et on a vraiment aussi, c'est ça, eu à cœur que des personnes avec l'expérience vécue de la demande d'asile et du refuge participent aussi activement à ces processus-là. Donc, on avait pour les embarquer, en fait, et pour établir le lien de confiance avec elles, on avait organisé une séance d'orientation en mars 2022 à ce sujet. Et après, on a maintenu le contact avec ces personnes-là. Puis, ça a été assez porteur. Je vous en reparlerai par la suite. Donc, au-delà même des instances de gouvernance comme le comité aviseur, on a mis en œuvre des méthodes de recherche qualitatives, donc notamment à partir de cette étude de cas multiples où on avait donc identifié de façon délibérative et participative les initiatives intersectorielles dans les 3 villes sur lesquelles on allait se pencher. Donc, on avait 8 initiatives à Montréal, 8 à Toronto et 5 à Sherbrooke. Et on a réussi à rejoindre 161 participantes à travers des entrevues pour les intervenants, les gestionnaires, les financeurs, les décideurs, et à travers des focus group pour les personnes réfugiées et demandeuses d'asile. On avait une bonne parité ici. Vous voyez le descriptif. Et on a, à partir de là, réalisé une analyse thématique déductive, inductive, à partir déjà du ressenti au niveau de nos représentants usagères qui donc ont eu accès à nos résultats très préliminaires et ont fait ressortir en fait des thèmes qui ensuite ont été rassemblés et rattachés à des dimensions d'un cadre conceptuel sur la réactivité des systèmes de santé. Si vous vous intéressez plus précisément à nos méthodes de recherche, je vous invite à consulter notre protocole qui a été publié. Puis, on a aussi publié les résultats de Toronto, puis les résultats pour le Québec, ça s'en vient aussi. Je vous le disais, là, on a vraiment fait participer nos représentants usagers dans la co-construction du plan d'analyse, puis on l'a validé aussi avec le comité consultatif, le comité aviseur, pardon. Donc, avec 2 thèmes principaux, plus un thème sur les services, donc émergence et mise en œuvre de ces services-là en action intersectorielle pendant la COVID-19, et le deuxième thème, plus sur l'expérience, en fait, de ces services par les personnes concernées. Donc, je vous le disais, on a tissé des liens à partir de là avec les dimensions du cadre sur la réactivité des systèmes de santé et on a donc fait émerger différents thèmes qui relevaient de la réactivité des systèmes de santé et on a mis au centre en fait les 2 aspects qui revenaient à chaque fois, qui étaient ceux des défis dans la collaboration intersectorielle, les enjeux de pouvoir notamment, et également les problématiques d'imputabilité vis-à-vis des usagers migrants. Donc, juste pour vous brosser un rapide aperçu, on ne va pas passer au travers de tous les résultats, ce serait impossible, hein, mais juste sur le thème 1, on a 2 diapos, sur le thème 2 aussi. L'idée, c'était vraiment de faire émerger des informations de la part des personnes qui ont été impliquées dans ces initiatives intersectorielles-là.
Et en fait, ce qui est ressorti, c'était que la réactivité, elle a été d'abord celle des organismes communautaires. Donc, on voit ici que c'est le communautaire qui a pu agir très rapidement sur le terrain. Et puis, donc ça, c'est une intervenante d'un SUS qui l'a dit là. Et puis, une directrice d'un organisme communautaire le confirmait en disant que, bah oui, en fait, ils ont aussi réagi rapidement et ils ont pu s'adapter aux besoins parce que c'était une population qu'ils connaissaient, en fait. Ils savaient que c'était une population vulnérable. Donc, peut-être contrairement au réseau de la santé, des services sociaux, puis aux acteurs institutionnels en santé en général, qui reconnaissaient que peut-être ils n'avaient pas mis suffisamment d'efforts sur ces populations-là, le milieu communautaire était particulièrement mobilisé. Alors, l'aspect positif de ça, quand même, c'est que le milieu institutionnel a reconnu l'expertise du milieu communautaire, notamment dans la capacité à rejoindre les communautés les plus mal desservies. Cette collaboration-là a aussi été facilitée par la poursuite d'un but commun. On voulait tous réduire la transmission de la COVID-19. Et donc, ça quand même, c'est ça, donné naissance à des synergies qui ont été en fait sans précédent, hein, je pense, au moment de la COVID-19. Puis aussi accompagné de financement, il faut le mentionner, qui était assorti de conditions en termes d'action intersectorielle, justement, et de concertation. Donc ça, c'était vraiment l'aspect le plus intéressant, je pense, de la pandémie. Et ça a quand même aussi soulevé des enjeux en termes de respect des expertises et de confiance mutuelle. On a ici un président d'un organisme à Sherbrooke qui dit que, en fait, c'était pas toujours difficile, c'était pas toujours facile en fait d'établir ce lien-là parce que les institutions gouvernementales ils collaborent pas beaucoup. Des fois, les portes sont toujours fermées, mais quand le besoin est là, par contre, ils viennent nous solliciter. Donc, il y avait aussi souvent, puis c'est ressorti dans d'autres recherches, je pense notamment aux recherches en lien avec le projet Covivre qui l'ont bien fait ressortir, ce sentiment parfois d'instrumentalisation en fait par le secteur public. Donc, ils viennent vers toi que quand ils ont besoin de toi. Donc, ça a été quand même vécu par les organismes communautaires, puis c'est important de le mentionner. En termes de pérennisation, de viabilité des initiatives, c'était très lié en fait au financement, hein. Donc ça, c'était souvent les fondations, les organismes. Il y avait aussi des financements en partie publics là. Mais ce qui a été compliqué, c'est que pour les organismes communautaires, en fait, ça menait aussi à un sous-financement des activités qui n'étaient pas liées à la COVID-19. Et donc, ça a conduit à un bris de service, en fait, dans ce cadre-là. Donc, ça a été compliqué étant donné que pour les personnes concernées en processus d'immigration, si ce n'était pas directement en lien avec la COVID-19, il y avait des services qui n'avaient plus cours. Et donc, ça causait des problèmes, évidemment, à ces personnes-là. Et puis, plusieurs collaborations, plusieurs liens aussi se sont brisés, malheureusement, après la fin des financements. Donc là, au niveau de la pérennité, c'était très partiel. Là, on a quelques exemples d'initiatives qui ont pu se pérenniser dans le temps, mais en se transformant de façon assez majeure. Puis, évidemment, dans la capacité aussi à maintenir, à mobiliser et à former en continu les ressources humaines qui étaient les forces motrices de ces initiatives-là, c'était aussi compliqué. Là, ici, on a un gestionnaire d'organisme qui dit que ça reposait quand même souvent sur l'action de bénévoles, puis c'était très difficile de les mobiliser pendant la COVID. Au niveau de l'expérience maintenant des usagers, usagères, réfugiés, demandeuses d'asile, ici, on avait en termes d'attention, la chose la plus évidente qui est ressortie, c'est que pour ces personnes-là, leur travailleur social ou leur intervenant communautaire, en tout cas les personnes vraiment sur le fond, dans la première ligne, étaient vraiment des personnes qui rejouaient un rôle pivot, en fait, en tant que connecteur et en tant que garant de l'accès aux services et de la continuité aussi de ces services-là. Donc ici, on a une demandeuse d'asile qui en parle de façon assez évidente. Puis c'était aussi la reconnaissance, en fait, que c'était ces personnes-là qui étaient les mieux à même d'aller chercher les besoins, en fait, de ces personnes-là. Donc, de pouvoir s'adapter en fonction des besoins qui étaient recueillis sur le terrain.
Il y avait certains organismes, notamment ici un organe de concertation à Verdun, qui reconnaissait que, par contre, pour les prestataires peut-être un peu plus macro, là, c'était pas forcément ça n'avait pas forcément été facile là, de continuer à faire ce travail de collecte, de recueil de connaissances sur leurs besoins et qu'ils auraient pu en fait mieux faire. La confiance aussi, elle était vraiment variable selon les services. Là, on a vu qu'il y avait un rapprochement qui était beaucoup plus naturel quand il y avait une parenté ou une proximité culturelle avec les prestataires. Donc ici, on a une réfugiée à Toronto qui nous dit que si elle peut avoir accès en fait à un professionnel de la santé qui va comprendre la culture à laquelle elle appartient, ce sera beaucoup plus facile pour elle d'entrer en relation avec cette personne-là. Il y avait beaucoup plus de confiance envers le milieu communautaire qu'envers le milieu de la santé. En général, là, on le sait, puis ça a été confirmé aussi par nos données pendant la COVID, il y avait une faible confiance envers les institutions à cause notamment de la peur de se faire dénoncer en contexte d'immigration temporaire, notamment pour les demandeurs d'asile. Et donc, c'est quelque chose qui reste à construire, en fait. Et là, on a quelqu'un du secteur public qui nous dit que c'est vraiment en se rapprochant des gens, en allant vers eux, en parlant leur langue, en allant là où ils vivent, dans les lieux de confiance, c'est vraiment là que ça favorise non seulement l'information par rapport à la vaccination, mais aussi la confiance, en fait, pour la vaccination. Donc, vraiment se rapprocher par la proximité, en fait, avec ces personnes-là, c'est ça qui permet de les rejoindre puis de répondre évidemment à leurs besoins. Ça confirme aussi l'action communautaire finalement. Donc, en termes de principales conclusions, sur les succès, on voit quand même qu'il y a une concertation intersectorielle qui a été accélérée pendant la COVID, avec une reconnaissance accrue aussi du rôle du secteur communautaire comme lien, comme véhicule vraiment vers les services de santé, en particulier ceux reliés à la COVID-19. Une appréciation très positive aussi du rôle des intervenants de la première ligne, j'en ai parlé, et une appréciation positive de l'accès généralisé aux services COVID. Là, si vous en rappelez, il n'était plus question de montrer sa carte RAMQ là, pour avoir accès au dépistage ou à la vaccination COVID. Donc ça a été vraiment quand même assez majeur. On aurait pu aller plus loin. En Ontario, ils avaient ouvert les services, tous les services de santé, en fait, aux personnes, c'est ça, à tout le monde. Donc, malheureusement, ce ne sont pas des choses qui se sont maintenues sur la durée. Là, en 2023, ça s'est terminé dans les deux cas. Mais on a démontré que c'était possible de le faire, donc c'était important. En termes de défis, ça a été difficile, je l'ai mentionné, c'est ça, d'absorber en fait cette croissance et cette diversification continue des besoins. Il fallait toujours s'adapter. Il y avait des inégalités de pouvoir dans les collaborations intersectorielles. C'est ça, en lien avec le financement très souvent, puis qui avait le pouvoir de décision finale. Et puis, la stabilité et la formation des ressources humaines en temps de crise était un défi. Ce que je trouvais intéressant, c'est peut-être de vous présenter aussi les principales similitudes puis les principales différences entre les deux provinces, parce que je pense que c'est quelque chose qui est peut-être moins connu pour les personnes qui sont au Québec. Donc, ce qu'on a retrouvé partout, c'est qu'il y avait une meilleure promotion, une meilleure reconnaissance du rôle joué par le communautaire. Ça, je l'ai déjà mentionné. Il y avait plusieurs modèles à succès qu'on a retrouvés, que ce soit au Québec ou en Ontario, qui étaient notamment en lien avec les pairs aidants ou les pairs navigateurs. Par exemple, en Ontario, il y avait le modèle des ambassadeurs communautaires, il y avait les agents de sensibilisation dans la communauté, par exemple, dans le territoire du nord de l'île. Donc, il y a eu quand même ce genre de modèle très intéressant. Un engagement aussi collectif lié à la COVID, en lien avec les nouveaux financements, et un engagement aussi à cette collaboration intersectorielle dans l'idée que c'était ça qui allait vraiment mieux répondre aux besoins diversifiés des usagers migrants. Puis des répondants qui déplorent quand même le retour au statu quo, en fait, après la COVID-19, donc un fonctionnement en silo de nouveau, donc des acteurs qui s'étaient mis à travailler ensemble puis qui se retrouvent à retravailler de façon isolée, et puis un financement instable pour les acteurs du communautaire. Donc ça, c'était évidemment à déplorer. Et puis évidemment, en lien avec ça, la pérennité des collaborations qui étaient mises à mal en lien avec la stabilité des ressources. En termes de différence,
En Ontario, peut-être par rapport au Québec, on a une tradition plus longue de recours aux acteurs communautaires pour la prestation et l'accès aux soins de santé. On pense au centre de santé communautaire, par exemple. Donc, il y a un déséquilibre de pouvoir, mais peut-être qu'il est moins saillant qu'au Québec. À Montréal, ce qu'on a vu, c'est une collaboration d'urgence qui a vraiment, en fait, maintenu des forts différentiels de pouvoir entre le secteur public et le milieu communautaire. Donc ça a été très souvent mentionné. À Montréal, par rapport à Sherbrooke, on avait un nombre plus important de fournisseurs de services communautaires pour les nouveaux arrivants. Dans certains quartiers, on imagine bien que ça soit le cas puisque c'est une ville où il y en a, bah c'est ça, en proportion, il y en a plus et puis en volume aussi. Et puis, donc, ça a fait en sorte qu'à Sherbrooke, de ce fait-là, on a vu un sentiment d'abandon rapporté dans les discussions de groupe plus important en fait que dans les focus group à Montréal. Alors, on a plusieurs limites. C'est toujours important de considérer ça quand on présente des résultats. C'est que, en fait, on était sur des initiatives intersectorielles qui étaient nos cas au Québec et en Ontario. Puis, en fait, ça a été difficile d'obtenir des données très précises sur l'émergence et la mise en œuvre de chaque initiative parce qu'il y en avait plusieurs qui étaient déjà terminées, en fait, au moment où on a commencé la collecte en 2022, à l'été 2022. Et ce qui était surtout difficile, on aurait voulu en fait connecter directement l'expérience des services en lien avec ces initiatives par les demandeurs d'asile et les réfugiés. Et en fait, c'est ça, c'était pas du tout évident parce que ces personnes-là savaient pas forcément en fait à quelle initiative intersectorielle ils avaient eu accès. Donc la comparaison intercas aussi a été difficile à cause de ça. On a aussi des différences en fait assez majeures entre les villes en termes de représentation des catégories qui étaient ciblées. Donc à Toronto et à Sherbrooke, surtout des personnes réfugiées, pas énormément de demandeurs d'asile, alors qu'à Montréal, au contraire, on a surtout des personnes demandeuses d'asile. Et au départ, on avait voulu aussi collecter des données auprès des personnes sans statut et on n'a pas réussi à les rejoindre. On avait au départ pensé qu'on en avait rejoint 2 ou 3 et finalement, en lisant les contenus des transcriptions des focus group, on s'est rendu compte que ces personnes-là étaient en fait demandeuses d'asile. Puis bien sûr, un biais de mémoire potentiellement important dans cette étude. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ces résultats? Je repasse la parole avec Anina. Merci. Donc, nous, ce ne sont pas des résultats qui nous surprenaient parce que depuis toujours, on était en train de spécifier tous les problèmes qui existaient. Donc, la crise est venue juste accentuer les défis qui étaient déjà persistants par rapport à la population cible, c'est-à-dire les réfugiés et les demandeurs d'asile. Donc, cela découle justement du manque de connaissances non seulement de la réalité vécue par les personnes sans statut, par les personnes réfugiées, par les personnes demandeuses d'asile, mais également le manque de connaissances de la diversité culturelle. Donc, les interventions ne sont pas adaptées. Donc, sans collaboration, en fait, nous, on pense qu'il est difficile d'avoir le succès, en fait, d'intervention ou d'avoir des interventions adaptées. Puis les organismes communautaires, eux, ils travaillent parfois non seulement au-delà de leur champ d'expertise, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas assez de financement pour pouvoir développer et répondre aux besoins spécifiques de la population. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que comme Lara l'a dit, les organismes communautaires sont parfois la porte d'entrée pour les personnes immigrantes parce qu'ils développent là-bas un certain lien de confiance, mais il y a aussi qu'ils comme ils trouvent des personnes qui ressemblent, qui ont vécu les mêmes défis, qui les comprennent aussi, puis qui peuvent leur ouvrir la porte. Puis cette méfiance vis-à-vis non seulement de la terre d'accueil de la part des personnes immigrantes et beaucoup de préjugés aussi de la part de la terre d'accueil, ça fait que ça vient accentuer, puis ça vient comme toujours accentuer les inégalités qui sont déjà existantes. Euh, ensuite, diapo, Lara, s'il te plaît. Oui. Donc, nous, Access, ce qu'on a fait dans le projet REAC, c'est qu'on a participé dès le début dans tout ce qui est élaboration pour apporter notre expertise au niveau du comité aviseur. Donc, on a diffusé en fait dans toutes nos infolettres, puis au niveau de tous nos organismes membres, l'affiche par rapport à la recherche. Puis l'affiche avait été traduite dans 10 langues. Puis on a fait aussi une lettre de soutien, on a lu le protocole, puis on a participé aux rencontres, dont une rencontre le 14 juin qui était l'atelier délibératif euh, final, où on a pu se réunir puis partager en fait qu'est-ce qui serait des recommandations
importantes pour la suite du projet, des recommandations qui peuvent être réalisables puis mises en application. Puis nous, comme vous pouvez le voir sur la photo, on a été porte-parole pour présenter en fait les recommandations prioritaires au niveau de notre sous-groupe. Puis Access a aussi organisé un webinaire pour partager les résultats préliminaires. Donc, il y a eu plusieurs personnes qui étaient présentes, puis on a pu partager les résultats préliminaires de la recherche. Ensuite, Ah, c'est toi. Oui, je te redonne la parole après. C'est juste pour Ouais. présenter très rapidement justement ces recommandations qui sont ressorties de notre atelier délibératif final auquel Access a vraiment joué un rôle majeur. Mais je pense que vous étiez trois à notre atelier, donc c'était vraiment une belle représentation. Donc, ce qu'on a vraiment fait ressortir, je pense, à ce moment-là, c'est que les trois étaient prioritaires là, mais pour revenir vraiment aux besoins de se recentrer sur les besoins de ces personnes, c'est qu'on pourrait essayer de réfléchir à la mise en œuvre d'un système d'imputabilité, en fait, de reddition de comptes en collaboration avec les personnes nouvellement arrivées en situation de précarité pour qu'il y ait vraiment comme une possibilité pour ces personnes-là de contribuer en fait aux décisions qui sont prises et qui les affectent directement. Donc aussi pour assurer une approche holistique de l'accès aux soins qui soit adaptée et qui soit équitable. Aussi, développer, mettre en œuvre un canal de communication ou un système d'information même qui serait capable de collecter en temps réel les informations sur les besoins de ces usagers-là. Donc là, il y a plusieurs possibilités là, qui sont discutées et aussi en lien avec des travaux à interaction. Donc, on pourra en discuter. Et puis, je pense que Nina va en parler beaucoup, la valorisation ou la revalorisation de l'expertise du milieu communautaire à plusieurs niveaux. Donc, évidemment, au niveau du financement, que ce soit plus un financement régulier, continu, et au niveau aussi du partage du pouvoir décisionnel. Donc, les acteurs du communautaire puissent eux aussi avoir leur mot à dire dans les décisions qui sont prises sur les politiques publiques. Oui, fait que c'est ça, c'est vraiment ça. Nous, ce qu'on recommandait à Access, c'est vraiment de pouvoir valoriser l'expertise des organismes communautaires par du financement. La valorisation de l'expertise, c'est pas seulement en temps de crise, mais c'est vraiment de pouvoir dans toutes les interventions pour avoir des interventions adaptées puis qui rejoignent le plus de monde possible, de pouvoir valoriser ou revaloriser l'expertise des organismes communautaires parce qu'on s'entend ils ont reconnu la place du communautaire. Mais comment il faut le faire à long terme, pas seulement en temps de crise, puis les consulter dès le début, que ce soit en cas de crise, en cas d'intervention à mener dans toutes les actions, on doit pouvoir intégrer en fait les organismes communautaires exemple Access, qui porte la voix quand même de 150 organismes, 150 autres organismes communautaires qui viennent, comme on appelle, qui rejoignent les usagers issus des communautés ethnoculturelles. Puis avoir une approche en fait populationnelle. Il faut appliquer la loi à toutes les communautés, quelle que soit la langue, quelle que soit la culture, quelle que soit d'où elles viennent. C'est vraiment de pouvoir appliquer toute cette approche populationnelle et de susciter en fait la volonté politique. Ça ne peut pas marcher s'il n'y a pas de volonté politique. On vous avait expliqué ce qui s'était passé en 2020 par rapport à la COVID, mais quand même, s'il y a cette volonté politique-là d'accompagner en fait les organismes communautaires, ça va vraiment pouvoir aider à avoir ces interventions-là adaptées, de pérenniser aussi ces interventions-là pour rejoindre le plus de monde possible. Aussi, est-ce que les recommandations sont réalisables? Nous disons oui. Oui, les recommandations sont réalisables. Seulement, ça demande beaucoup de volonté politique, comme je le disais, mais de faire participer les différentes parties prenantes. On s'entend qu'on veut monter un projet ou monter des interventions pour un type de population spécifique, mais quand ces populations ne sont pas intégrées dès le processus, depuis le début du processus de l'intervention ou de la mise en place du projet jusqu'à la fin, je pense que ça ne répond pas en fait aux besoins, ça n'aide pas à rejoindre ce type de population en fait. Donc, il faudrait des lois qui facilitent l'intégration. Il faudrait diffuser également les bonnes informations tant aux personnes qui sont les personnes issues de l'immigration, les personnes sans statut, les personnes réfugiées, ce serait de diffuser les bonnes informations et rendre disponibles les ressources, tant culturellement, mais aussi dans la langue de ces personnes. Et c'est ce qu'Access fait, c'est vraiment de développer des outils multilingues pour transférer les informations aux personnes qui ne parlent parfois ni français ni l'anglais, mais aussi de valoriser la participation citoyenne, de faire des formations sur c'est quoi la diversité culturelle, de
de briser tous ces préjugés qui existent là, puis de favoriser vraiment une intégration, pas seulement lorsqu'il s'agit de crise, mais de savoir comment gérer la diversité culturelle et la considérer en fait comme une recherche, puis de travailler ensemble pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Puis vraiment la collaboration, pour une bonne collaboration, pour des succès dans les interventions, il faut vraiment collaborer et valoriser vraiment l'expertise de chacun, que ce soit l'expertise terrain, l'expertise des personnes qui traversent la problématique, parce qu'eux aussi, ils connaissent c'est quoi ce qu'il y a de mieux pour eux pour les rejoindre et répondre à leurs besoins. Aussi, tu peux passer la diapo. Merci. Donc, nous, ce qu'on avait fait, on a pu présenter aussi le projet. On a fait une co-présentation, je pense le 25 et le 26 novembre à la conférence nationale Soutenir les nouveaux arrivants au Canada, une feuille de route vers une collaboration inclusive pour un impact collectif. Fait qu'on a co-présenté notre point de vue, nous, à Access dans le projet REAC. Ça s'est passé à Vancouver, puis c'était vraiment intéressant. Puis on a dit la même chose. On a parlé de la collaboration, de la place du réseau communautaire et de l'importance d'inclure vraiment les personnes immigrantes, les communautés ethnoculturelles pour mieux répondre à leurs besoins. Ensuite, donc, nous, ce qu'on voit comme force, c'est vraiment tout ce qui est mobilisation citoyenne. Lorsqu'on est allé voir nos organismes, hein, puis qu'on a parlé du projet, ils étaient tout à fait très, très heureux de participer à ce projet. Ils ont pu mobiliser vraiment toute leur clientèle, les usagers qui venaient, qui avaient envie justement d'expliquer, puis d'expliquer ce qui s'est réellement passé, pouvoir ressortir en fait ce qu'ils ont vécu. Puis ça nous a permis aussi de renforcer tout ce qui est partenariat, la diversification des partenariats. Je sais qu'avec Lara, on est encore sur plusieurs autres recherches. Puis c'est ça, en fait. C'est la force, en fait, de la collaboration, la force du partenariat. Puis on a aimé cette écoute active parce qu'il y avait plusieurs expertises à la table. Donc, c'est vraiment cette diversité d'expertise-là qui nous a permis, nous aussi, de recentrer certaines choses, puis de comprendre en fait ce que les autres vivent, puis de leur faire comprendre aussi ce que vivent les personnes immigrantes. Donc, il y avait différentes perspectives, mais la cause était commune. C'était pour pouvoir lutter pour que les personnes issues des communautés ethnoculturelles puissent avoir accès aux soins et services de santé au même titre que la population québécoise. Fait que, suite, Lara, s'il te plaît. Oui. Ah, c'est toi. Merci beaucoup, Nina. Donc, je voulais aussi, vous avez vu l'implication d'acteurs du communautaire et en particulier Access comme fédérateur aussi de plein d'organismes communautaires. Mais je voulais aussi vous parler des succès aussi en termes d'implication des usagers migrants, migrantes. Là, Nina en a un petit peu parlé comme une des forces. Puis je pense aussi que c'est important de spécifier un petit peu parce que on a vraiment vu, je vous ai montré la séance d'orientation qu'on avait fait avec elle. Après, il y en a plusieurs autres qui nous ont rejoints au fur et à mesure, de Sherbrooke, de Toronto, etc. Puis, et de Montréal. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est qu'au fur et à mesure qu'on faisait des rencontres avec ces personnes-là, puis qu'on les mobilisait parce qu'on avait plusieurs façons de communiquer avec elles, on constatait en fait une prise d'autonomie puis une prise d'initiative de plus en plus évidente en termes de prise de parole en public, de confiance en eux pour justement prendre cette parole-là, alors qu'on était dans des comités consultatifs, tu sais, avec plein de gens qui pouvaient rendre, c'est ça, rendre l'ambiance potentiellement un peu, en tout cas un peu inquiétante là pour ces personnes migrantes-là. Et en fait, au fur et à mesure, elles se sentaient vraiment de plus en plus à l'aise. Bon, évidemment, on avait aussi sensibilisé, on avait des gens autour de la table qui étaient sensibilisés à ces personnes-là, puis à ces enjeux de pouvoir-là, mais quand même, c'était vraiment le fun de voir à quel point elles se sentaient à l'aise de s'exprimer. On a co-présenté les résultats avec elles plusieurs fois. On s'est aussi fait inviter par la suite pour présenter notre démarche. Et on les a aussi impliquées, bien sûr, dans la proposition des recommandations. Elles étaient à l'atelier final. Donc, on pense à la fin de la journée, puis en discutant avec elle, presque un an après,
on a vraiment l'impression qu'on a pu avoir un impact positif, en fait, sur le renforcement de la capacité d'agir de ces personnes-là. Donc, juste pour vous montrer, là, on en avait deux avec lesquels qu'on a fait se rencontrer, en fait, parce que c'était une réfugiée à Toronto, puis une demandeuse d'asile qui est devenue réfugiée à Montréal, qui se sont rencontrées, puis c'est ça, qui ont beaucoup échangé entre elles. Alors, du coup, je trouvais ça le fun de prendre une photo. Juste pour terminer, on a des publications qui ont déjà été faites. Donc, il y a Nina qui a mis les liens, merci, dans le chat. Et il y en a plusieurs autres qui s'en viennent. On est en train de travailler sur des fiches par quartier, puis aussi pour les villes incluses. Et on est en train de travailler sur un numéro du CRESP qui s'appelle Lumière Sûre, qui va permettre de vulgariser aussi les résultats de notre recherche. Donc, merci beaucoup de votre attention et on attend évidemment maintenant vos questions, commentaires, etc. Merci beaucoup, Lara et Nina. C'est vraiment très, très intéressant. Donc, je vous invite maintenant à rallumer vos caméras et on va passer oui, à la période de questions. Mais donc, vous pouvez les mettre aussi, attendez, dans le chat ou lever la main. Donc, je vous laisse la parole, échange ou commentaire. Vu qu'il n'y a personne, je vais briser la glace. Moi, c'est pas des questions, mais trois petits commentaires parce que j'ai travaillé pendant la pandémie, notamment sur la mise en place de la vaccination. Et ça m'a fait penser, c'est ça. Donc, moi, j'étais aussi du Nord, donc le réseau de la santé est un peu étonné de voir le taux, hein, on surveillait toujours le taux de vaccination. Et on s'est rendu compte que dans certaines communautés, ben, c'est ça, il y avait vraiment une résistance. Il y avait pas, le taux était pas très. Et c'est là que c'est là qu'on s'est dit, ben, il faut peut-être faire travailler avec nos organismes communautaires, avec le milieu, avec les communautés, avec les églises, avec donc là, quand le réseau de la santé, ça me fait penser à ce réseau de la santé se réveille, là, ils disent, bah, peut-être il y a des gens qui travaillent sur le terrain. Et là, ça le montre bien qu'il faudrait peut-être interpeller parce que c'était vraiment important et aussi un peu enfin, je peux pas dire, on va dire démystifier, mais une meilleure compréhension de la pandémie parce que ça fait quand même un peu peur. Il y a des communautés qui résistent aussi par un historique, hein, on le sait. Donc, ça a été vraiment. Donc, on a pu travailler là-dessus. Il y a un autre mot que j'ai relevé, l'approche populationnelle. Donc, je ne sais pas si peut-être les gens ne savent pas, mais dans le réseau de la santé, il y a une époque, il y avait avant les CIUS, c'était la promotion de l'approche populationnelle qui est vraiment super importante. Et on le revoit dans vos conclusions parce que c'est comme quoi on voit les mêmes choses qui rejaillissent et qui sont démontrées. Et avec les CIUS et les CIS, on ne sait plus trop où aller l'approche populationnelle. Ça, c'est un petite réaction, petite éditoriale que je partage. Et je me dis en dernier, ben, j'espère que vos recommandations seront gardées en mémoire quand il y aura une autre crise ou une autre pandémie, peut-être qu'il y en aura d'autres. Et que là, on aura ça vraiment sous la main pour se dire, il faut vraiment qu'on travaille ensemble et puis que vos recommandations soient toujours bien gardées quelque part dans l'éventualité où il y a vraiment quelque chose qui réapparaît, là. Donc, merci beaucoup. Alors là, maintenant, à vous la parole, à vous vos questions. Il y a une question qui a été posée dans le chat, Annie. Je ne sais pas si...